They say the journey of 1,000 miles begin with a stop. We did that in the very beginning when we created this program. And this program, the whole idea is to invite fine brains and people who have a story to tell or stuff to explain to you, televiewers. It's another edition of Polymakers. Good evening. On va prendre d'abord le portrait de notre invité avant de lui poser quelques questions ou avant de lui dire même bonsoir. Le portrait fait par Gaël Fendjo. L'on ne pourrait parler de politique aujourd'hui au Cameroun sans mentionner cet illustre homme. Lui, c'est Georges Anissé Ekane. Il voit le jour un 17 avril 1951 à Douala, plus exactement à l'hôpital Akintini. Après un parcours brillant à l'école principale d'Akwa, il rentre au collège Liberman en 6e, mais termine son cursus secondaire au collège Saint-Pierre de Lille en obtenant un baccalauréat D. Quelque temps plus tard, il s'envolera pour la France où il va entamer ses études supérieures. Il ressortira de là avec un diplôme en économie obtenu à l'université de Lille 1 et de l'école supérieure de commerce et d'administration des entreprises en abrégé ESCA de Lille. Mais voulant implanter ses marques dans l'histoire du Cameroun, Georges Anissé Ekane décide de retourner au Bercail juste après ses études. Par ailleurs, il est important de noter que son amour pour la politique et même pour les revendications naît en lui alors qu'il n'est qu'un jeune élève car il verra de ses propres yeux et surtout médusé l'assassinat de Ernest Ouandié. De plus, aussitôt arrivé en France, il fera partie de l'Union nationale des étudiants camerounais, un syndicat très actif dans la communauté camerounaise du nord de la France. C'est à partir de ce moment que sa carrière de militant politique prendra un envol. En 1973 donc, il adhère à l'UPC, entendez Union des populations du Cameroun, qu'il ne quittera que 22 ans plus tard, soit en 1995, pour créer son propre mouvement, le Mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie, en abrégé Manidem, avec d'autres cadres UPCistes. De plus, tagué de militants clandestins par certains, il ira même jusqu'à encadrer le groupe de démocrates patriotes autour de Maître Yondo Black à la fin des années 1989. Mais il ne fera pas long feu avec ses confrères car juste quelques mois après, soit le 19 février 1990, ils seront arrêtés et traduits devant le tribunal militaire de Yaoundé, puis condamnés le mois d'avril 1990. Mais la politique ayant son lot de surprises, il sera libéré après la grâce présidentielle le 14 août 1990. Aussitôt sorti de prison, et comme pour donner raison à l'adage « j'ai perdu la bataille et non la guerre », Anissé Ekane reprendra de plus belle ses activités avec l'UPC et sera même élu au congrès du dit parti en décembre 1991 à Bamungum comme secrétaire national à la coordination et porte-parole de l'UPC Manidem. Il ne s'arrêtera pas en si bon chemin quand on le verra sur tous les fronts d'opposition et surtout en bon activiste à l'instar des mouvements tels initiateur des cartons rouges, animateur influent des villes mortes, animateur de la campagne présidentielle pour le changement en octobre 1992. En 2009, il démissionne de la direction du Manidem et en devient le conseiller politique au bureau politique du dit parti. 2 ans plus tard, il est investi par son parti comme candidat à l'élection présidentielle de 2011. Il a également été lors des élections présidentielles de 2004. Malheureusement pour lui, il n'aura jamais gravi la première marche du podium. Considérant Ernest Ouandié comme celui-là qui a donné un sens à sa vie et ayant pour leitmotiv l'amélioration des conditions de vie des populations, c'est à bras ouverts que nous accueillons celui-là qui ne cesse de batailler chaque jour pour implanter un changement dans la sphère sociopolitique du Cameroun, celui-là qui a coutume de dire que la politique c'est comme un vélo, il faut pédaler tout le temps sinon on tombe. Bienvenue à toi, Georges Anissé Ekane. Bonsoir le président Anissé Ekane. Bonsoir, Clécius. Comment vous allez? Ça va. Est-ce qu'il est un peu fatigué? Oui. Beaucoup de travail? Oui, beaucoup. Toujours beaucoup de travail dans ce pays. Si on veut rester militant, actif. Ok. Non, en écoutant le portrait peint par Gaël tout à l'heure, est-ce qu'il y a des choses à soustraire ou d'ajouter dans ce portrait? Oui, je pense qu'il faut préciser, c'est que je n'ai pas créé le Manidem. Nous avons créé le Manidem. Ok. Et parce que c'est important de le préciser. Oui, c'est important. Avec le président, par exemple, le feu président Abanda, qui a dirigé effectivement le parti. Deuxièmement, ça peut donner l'impression que, parce que c'est dit, il a créé son propre parti. Non, le but n'était pas de créer notre propre parti. Nous avons décidé de nous démarquer de l'UPC parce que la lutte pour le sigle, c'était des gens engagés, des procès par-ci, par-là, et nous avons estimé que
Ce qui est important, c'est l'orientation politique d'un parti, sa ligne politique, son idéologie. Et que les 3 lettres, c'est bien beau. C'est le fond que les Oumé-Wandje lui ont donné, qui en ont fait... vous avez été déçu de la façon que ce parti était dirigé après la disparition de ce nom que vous venez de citer là? Non, c'est pas de... Là, c'est en 90. Oui. Lorsqu'on a ouvert le jeu politique, oui. bon, la bataille du cycle a commencé. Oui. Et vous vous rappelez, avec le Code, etc. Ça s'est même terminé jusqu'à la Cour suprême. Et il fallait trouver un moyen d'avoir une possibilité de s'épanouir sur le champ politique. Et nous avons estimé que c'est le fond qui est important, c'est pas la forme. Donc UPC... Les mêmes idéologies, Manidem, UPC... Voilà. Oui, la preuve, vous voyez difficilement aujourd'hui un paysage politique comme nous sans parler du Manidem. Oui, mais cet éparpillement-là, est-ce que ça vous a pas joué un sale tour? C'est-à-dire le même mouvement, même idéologie, Manidem, UPC... De toute manière, aujourd'hui, les problèmes au sein de l'UPC dès les années 90 sont en partie responsables de la situation dans laquelle notre pays se trouve. Si on avait pu consolider l'UPC, lui donner une bonne orientation politique, conserver le dynamisme de ses cadres, sans l'introduction de l'administration territoriale, je crois qu'aujourd'hui, la face de notre pays sur le plan politique aurait été complètement différente. Et le Manidem, c'est une belle expérience jusqu'à présent? Oui, c'est une belle expérience. Vous savez, ce qui est important dans la vie, notre passage sur Terre est si court et bon, il s'arrête souvent de façon inattendue. L'important, c'est de laisser des sillons sur lesquels les autres vont s'engager, comme les Moumi, les Wandje ont laissé des sillons dans lesquels nous sommes engagés et nous sommes là. Quand je vois la relève, des camarades sérieux comme Jean-Baptiste Ketchaten, que vous connaissez, Denis Kouevo, Fongan Charles, qui sont des collègues, Jobedimo, etc., etc. Je suis content que la relève est arrivée de bonne qualité, peut-être pas en grande quantité, parce que la situation politique au pays est difficile. Et ça, c'est une satisfaction incommensurable qui me donne satisfaction au-delà de tous les avantages matériels que quelqu'un aurait pu avoir. Président Anissé, pourquoi est-ce que vous avez laissé la tête de ce parti à un moment donné? Mais vous me posez la question à tous les coups. Vous savez, on ne peut pas en même temps... Mais répondez à la question posée. Je peux en même temps refuter une chose et puis demander le contraire. Tout le monde dit qu'il faut laisser la place, qu'il faut un mouvement dans un parti, qu'il faut former pour donner aussi la chance, si on peut parler ainsi, ou l'opportunité à d'autres personnes d'apprendre à diriger un groupe. C'est la raison pour laquelle je suis parti après quelques années au sein du parti. Malheureusement, la culture démocratique n'est pas sérieusement implantée dans notre pays et ça a été mal perçu, mal géré et ça a entraîné les problèmes que vous savez, mais bon... C'est la raison pour laquelle vous êtes revenu à la tête du Manidem? À chaque fois que vous dites que vous êtes revenu, c'est votre équipe dirigeante, tandis qu'à la tête de ce parti, oui, alors quand vous êtes revenu, je ne suis pas revenu, on m'a amené à revenir. Oui, c'est bon, c'est pour... Quelles sont les circonstances qui vous ont amené à revenir à la tête du Manidem? Mais peut-être pas les téléspectateurs, les Polémicus. C'est la première fois qu'on vous invite sur Polémicus, par exemple. Mais je suis passé plusieurs fois à LTM. Non, vous savez qu'il y a eu des problèmes de crise de direction du fait que le camarade qui avait remplacé le président Abanda, on avait peut-être confondu les associations de quartier ou de village avec le Manidem, où le président n'est que le représentant d'une direction et ne représente que cette direction qui n'a pas de pouvoirs spéciaux. Et c'est cette confusion des rôles et de contexte qui a amené des dérives qui ont abouti à ce qu'au congrès de juin 2017, les camarades de la direction me poussent, je dis littéralement, à revenir à la direction du parti. Et nous avons donc mis un peu de côté tous ceux qui, bon, avaient un peu confondu le Manidem à d'autres partis. Voilà, Président, parlons de cette année 2017. Le 25 juillet 2017,
qu'est-ce qui s'est-il passé entre votre mouvement et Emmanuel Yebga? Il y a eu une convention à Yaoundé, il y a des menaces, il y a le sous-préfet qui devrait intervenir. Est-ce qu'on peut éclairer les téléspectateurs à ce sujet? Oui, le dernier congrès qu'on a connu, c'est de ça qu'on a tenu ici. Oui. C'est en face de... C'est en face de vous. Non, c'était pas houleux. Sauf que quand on a annoncé le congrès, les camarades qui, bon, s'étaient un peu égarés, sont allés en justice, demander un délibéré heure par heure pour empêcher qu'on tienne le congrès, sous prétexte que nous n'avions pas l'autorité ou légitimité de le tenir. Malheureusement pour eux, le juge des référés les a déboutés, il nous a donné raison et on a pu tenir le congrès juste en face de chez vous, LTM, que vous avez bien couvert, et la direction du parti m'a demandé de revenir. Quels sont vos rapports aujourd'hui avec M. Yebga? Je vois très peu, vous savez. Bon, il s'occupe, les bamboks, il s'occupe, comme il dit lui-même, de son peuple, dans l'Union Ekele. Maintenant, on nous avait dit aussi qu'il accusait de détournement. Ouais, vous savez, ça, bon. Vous avez créé un compte fictif pour le financement public du Manidem. Est-ce que c'est ça qu'il avait mis avec d'autres camarades hors d'eux pour qu'ils puissent essayer de contester cela? Vous savez, je suis peut-être le seul président du fait de notre parti qui n'a aucune signature dans aucun compte. J'ai été longtemps président du Manidem. Dans notre démarche, le président n'a pas de signature sur le compte. Bon, Yebga, lui, il a tenté de le faire. On donne des camarades qui signent, le président ordonne. Donc, il ne signe même pas les décaissements d'argent. Ce que je peux dire, c'est que, bon, vous savez, dans ce pays, la règle, je dis, mais en général, c'est bon. Dites-en le plus possible, quelque chose va rester. Bon. Je suis sûr que pendant l'émission, vous allez certainement me poser d'autres questions aussi farfelues que celle-là que j'ai détournées. Vous savez, les fonds publics, le financement des partis politiques, c'est des fonds publics. Donc, ils sont sous le contrôle de l'État. Donc, les organismes de contrôle de l'État ont le droit de venir contrôler la gestion de ces fonds. Bon. Mais où est venue cette histoire? C'était du puits sabotage quand vous écoutez là? Évidemment, vous en avez entendu plus que ça, n'est-ce pas? Non, oui. Mais bon, je suis habitué parce que le Manidem gêne beaucoup de gens. Donc, au-delà des campagnes menées par des camarades, il y a des médias qui n'aiment pas beaucoup le Manidem. Ah, les médias n'aiment pas beaucoup le Manidem? Certains médias n'aiment pas beaucoup le Manidem. Du fait que, bon, on est un peu ceux qui empêchent que la confusion, le fanatisme, le mensonge ne s'installe en politique. Et ça, bon... Mais c'est grave d'accuser les médias, président Anissé. Oui, non, je vous dis... Vous êtes un bon client des médias. Chaque fois, on vous déporte et non, tout. Non, pas tous les médias. Il y a, la campagne, par exemple, contre la direction du parti que je représentais était sérieuse. Dans certains médias où vous avez fait cause sur les énormités, toutes les déclarations fantaisie, aussi fantaisies les unes que les autres de ce monsieur et compagnie. Alors, nous allons poursuivre parce qu'on a l'actualité de ce dernier temps. Vous avez fait des déclarations le 12 mai de cette année sur une chaîne de télévision. Dernièrement aussi, une radio vous a invité. À Douala, vous avez aussi fait les déclarations, c'était le 25 juillet dernier. Mais je veux qu'on parle de IS Go Home. Voilà. On vous a vu très actif dans les années 2000, entre 2000, 2004, 2005. Vous étiez très actif parce qu'il y avait les délestages dans la ville de Douala, c'était quand même invivable. Et vous avez mené un mouvement. Vous avez l'impression aujourd'hui, le président Anissé Kane, que ça a payé? Ah, sans aucun doute, ça a payé. C'est-à-dire que ça, d'abord, ça a réveillé la conscience des Camerounais et leur aptitude à revendiquer leurs droits. Les partis politiques sur les problèmes sociaux sont des facilitateurs. Nous ne sommes pas des manifestants professionnels. Les cadres politiques comme ceux de notre organisation sont des éclaireurs, des guides, des facilitateurs, des entraîneurs, des coachs. Donc toute la campagne que nous avons menée contre Sonel était
avait pour but d'inciter les Camerounais à se prendre en charge. Nous avons un slogan, envahissez le stade. Il faut que les Camerounais se prennent en charge. Il est inadmissible qu'on coupe le courant un peu de façon fantaisiste, qu'il n'y ait pas d'eau, etc. Et que les gens acceptent ça comme une fatalité. Donc c'était pour réveiller les consciences, réveiller le sens aigu de la mobilisation sociale de nos compatriotes. Ça a payé parce que, bon, à un moment donné, ça s'est calmé. Oui. Oui, vous avez mené ces campagnes et il y avait certains médias qui essayaient de donner quelques informations selon lesquelles vous rencontrez les dirigeants de cette structure, que vous avez pris l'argent, que l'ambassadeur des États-Unis est venu même chez vous au niveau des Carrefourtifs, dans votre base qui est de ce côté-là. Et à l'époque, vous travaillez pour une radio du côté des Bonakwama. Vous étiez tellement fâché que vous avez décidé d'en découdre avec certains je veux dire, à l'époque, on était là et il y avait des menaces claires. Qu'il y avait une émission qui tirait sur vous. Et à l'époque, on animait cette émission-là. C'était quoi? Vous étiez à la radio de Bonacqua, moi. Oui, la radio de Bonacqua à cette époque. Et en dimanche, on a eu tellement peur parce que le président Anissé Kane a menacé. Et il a dit qu'il devait envoyer les gros bras, les trucs. Est-ce que vous n'aimez pas les critiques? D'abord, pourquoi vous n'aimez pas les critiques? Vous vous trompez un peu. Le jour-là, vous ne m'avez pas vu. Je n'étais pas au Cameroun. Si vous vous rappelez bien. Mais je n'ai pas dit que vous étiez là. Ah, d'accord, oui. le Manidem. Oui, je parle de votre parti. D'accord, oui. Ok. Premièrement, la radio dont vous parlez, le groupe de presse vous parlez, n'a pas fini avec ça. Bon, ils sont toujours dans la même trajectoire pour embêter, gentiment, je dis ça gentiment embêter, mais on peut dire plus le Manidem. Non, vous savez, la liberté en démocratie a des limites. Elle ne permet pas aux journalistes de raconter n'importe quoi. Surtout des choses assez fantaisistes qui n'ont aucun fondement. Des nouvelles, des fakes, comme elles appellent maintenant, qui n'ont aucune réalité. Vous savez, à cette époque, je vivais avec une dame qui est toujours travaillé à INEO, et qui a été bloqué dans son ascension professionnelle du fait de la campagne du Manidem. À un moment donné, on lui a même confié le rôle d'image de la société que détruisait son mari. Donc, elle a souffert de cette campagne, forcément moi également, du fait que c'était ma compagne. Donc ceux qui ont raconté toutes ces âneries savaient bien que c'était faux, puisqu'ils avaient la possibilité. Donc le président Anissé n'a pas pris d'argent, cette société n'a pas donné de l'argent au président, au Manidem, pour arrêter la campagne menée contre elle. Si vous suivez bien l'actualité, et un de vos collègues qui dit aujourd'hui une radio, en sait quelque chose. Vous pouvez vous renseigner auprès de lui. On n'a pas fini avec la campagne de dénonciation de la société qui gère l'électricité. À l'heure actuelle, juste à l'heure actuelle, nous sommes en procès avec la SONER depuis 8 ans. Le procès est en cours. Et nous contestons la facturation, le manque de suivi de... Est-ce que vous pouvez éclairer les gens parce que ça peut aussi les aider, hein, la facturation, il y a quoi là-dedans? Le cahier de charge de la SONER leur donne des obligations. À l'époque, on avait intenté ce procès en disant que la société est déjà devenue une société privée. Elle ne peut par exemple pas en même temps nous donner le compteur et les étalonner eux-mêmes. Nous avons dit que aujourd'hui, les Camerounais ont le droit de prendre un compteur où ils veulent, de le faire étalonner par la direction des prix et au ministère du Commerce. Le contrôle. Le contrôle, parce qu'on n'a aucune certitude que l'étalonnage de la société qui nous fournit l'électricité n'est pas de nature à favoriser cette société. Deuxièmement, il y avait en ce moment-là le problème de la facturation, du fait d'une taxe que cette société avait délibérément. Chaque compteur. Oui. Le cahier de chargeur demandait tous les mois de vérifier le compteur avec procès verbal. Vous imaginez que ce n'était pas fait. Et on a porté l'affaire en justice.
je peux vous dire que jusqu'à aujourd'hui... Pourquoi ça ne prospère pas? Ça fait 8 ans quand même. Oui, bon, ça fait 8 ans. C'est lenteur. Bon, on peut accuser à quoi? Non, 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 pas du tout. C'est-à-dire que la procédure est un peu bloquée parce que, bon, la société en question n'a pas voulu continuer la procédure. Bon, on est actuellement en train de discuter de règlement à l'amiable. Par exemple, on a suspendu le paiement de nos factures depuis cette période. Mais vous dites souvent que vous êtes... il y a l'honnêteté en politique. Vous dites ça très souvent. Honnêtement, est-ce que vous avez rencontré l'ambassadeur des États-Unis à cette époque-là? Est-ce qu'il vous a invité ou il est venu à Douala vous rencontrer, président? C'est des histoires de farfelus, vraiment. Ça n'a aucun sens. D'ailleurs, si je voulais rencontrer l'ambassadeur des États-Unis, est-ce qu'il est obligé de venir à la permanence du parti? Parce qu'à l'époque, c'est une société qui dirigeait les Américains. C'est les intérêts. Non, vous avez fait l'économie, président. C'est les intérêts. On a vu des présidents de la République qui débattent au Cameroun pour protéger leurs compatriotes et les affaires. Mais en lisant avec un peu de bon sens, est-ce qu'il est indispensable qu'il vienne à la permanence du Malidem nous rencontrer? Non. Si on veut rencontrer l'ambassadeur, généralement, on va à l'ambassade. Je crois. Mais il fait aussi les descentes, les ambassadeurs font des descentes. Oui. Je n'ai jamais rencontré l'ambassadeur américain. Depuis que j'ai fait la politique, je n'ai jamais rencontré l'ambassadeur américain. Bon, c'est des trucs un peu farfelus. Premièrement, deuxièmement, imaginez-vous que tous ceux qui sortent ce genre d'histoires farfelues, en fait, se projettent leurs intentions sur les autres. Il y a beaucoup de gens qui parlent des amitiés bizarres du Mandem, alors qu'en réalité, c'est plutôt eux qui ont des amitiés un peu bizarres. Moi, j'ai des amitiés liées au fait que c'est pratiquement ma génération qui dirige ce pays. La plupart de ceux qui sont aux affaires aujourd'hui sont de ma génération. On s'est connus bien avant mon intrusion en politique, quand on était jeune, élève au secondaire, etc. On a gardé des rapports. Mais ces rapports se limitent à une amitié ou connaissance. Mais sur le plan politique, c'est clair, c'est net qu'il n'y a aucune possibilité, je dis, aucune possibilité de compromission. Parce que vous voyez, quand je m'engage en politique, vous l'avez dit en 73, j'ai 22 ans. Même un peu avant, quand je m'engage à l'UPC, j'ai 22 ans. Je suis rentré au Cameroun en 83, à la suite de l'arrivée au pouvoir du président Paul Biya. Parce qu'il quelques mois après. Oui, quelques mois après. Parce qu'il avait dit que les UPC peuvent rentrer. Et je rentrais au Cameroun, ça aussi pour le vérifier auprès de mes anciens camarades qui existent toujours, dans le but de consolider avec les camarades qui étaient à l'intérieur le parti et d'envisager jusqu'à la prise des armes par le pouvoir. Vous voyez, donc je n'étais pas venu pour m'insérer dans le bois démocratique qui a eu lieu en 90 ou n'importe qui s'est introduit dans la politique. Nous entrions en politique sous le régime du dictateur sanguinaire Ahidjo avec des convictions, pas avec des ambitions professionnelles, des ambitions de pouvoir, mais avec des convictions que nous avons le devoir de continuer dans les sillons dont je parlais tout à l'heure, que nous avons tracés au Miobe, Wandie, Moumi, etc. Et de continuer la lutte farouche pour l'avènement d'un Cameroun. Je crois qu'on va entrer là-dedans, on va parler de vos rapports avec Enes Wandji. Vous avez été choqué. Son assassinat, vous parlez d'assassinat. Il y a le général Simenge qui parle de la justice qui avait fait son travail. Il y a eu un entretien comme ça, il a expliqué comment on a arrêté ces gars et on les a fusillés parce que la justice avait ordonné que la peine de mort a été prononcée à Bafoussam contre eux. Maintenant, vous dites, président, que oui, rien n'a changé, il y a toujours des délestages au Cameroun. Pourquoi avoir arrêté ces campagnes donc? Ben, je vous ai dit que nous ne sommes pas des manifestants professionnels. Oui. Vous savez, lors d'une manifestation... Vous pouvez protester autrement aussi, pas forcément être dans la rue. D'abord, je vous ai dit que vous êtes au tribunal. Renseignez-vous, les protestations du parti, du Mandem, contre le délestage continuent. L'association RAS, le réseau associatif des consommateurs d'énergie,
a été créé par les militants du Malidem et dirigé par les militants du Malidem. Et tout le monde, les populations savent que RAS, c'est beaucoup et s'investit toujours pour la défense des consommateurs d'énergie. La première chose. Quelle a été votre réaction quand on a annoncé le délestage à Yaoundé pendant des semaines et des semaines? On n'a pas attendu le délestage spectaculaire de Yaoundé pour continuer notre protestation conventionnelle. On a fait des campagnes aussi pour l'eau, on a fait des campagnes pour l'école, etc. On n'est pas braqué sur le problème de l'énergie, bien qu'il soit très important. Mais le problème, c'est d'amener des Camerounais à faire pareil. Pas à nous spécialiser dans la manifestation conventionnelle. C'est les Camerounais, les éléments fondamentaux du changement dans ce pays. Il faut que les Camerounais arrêtent de prendre les hommes politiques pour des messies. Ce sont des êtres humains comme eux. Ce pays nous appartient à tous. Il nous a été légué. Aucun d'entre nous n'a eu ce legs de ses parents. C'est le Cameroun de nos ancêtres. Nous sommes tous responsables de ce qui va lui arriver. Donc, quand on coupe l'électricité à n'importe quel Camerounais, quel que soit son parti. Donc il faut qu'il se batte pour revendiquer ses droits. Il ne faut pas qu'il attende Anissé Kanou, le Malidem, pour défendre ses droits. Et les Camerounais sont invités à s'investir dans les luttes. Mais vous signez modicus que Ahidjo c'est un dictateur ou était un dictateur sanguinaire, c'est ça? Absolument. Et vous nous avez dit tout à l'heure que vos amis de votre âge travaillent dans le gouvernement actuel. Oui. Voilà. Et vous avez déclaré aussi que le président Paul Biya c'est un dictateur, c'est cela? C'est le successeur d'Ahidjo. Vous savez, en 1982... Donc le pays est dirigé par la dictature que dirigent tes amis. Non, vous faites des sauts. En 1982, lorsque Biya est au pouvoir, le pouvoir lui est transmis par Ahidjo. Biya veut s'émanciper. Ça ne marche pas. Ahidjo veut reprendre le pouvoir et s'engage donc une lutte pour le pouvoir qui aboutit au malheureux événement de 84. Mais on est dans la mentalité du parti unique. Quand vous voyez le comportement... Jusqu'à présent? Bien sûr. Vous savez, l'avènement de la démocratie, vous savez que nous y avons un peu participé en 90, a corrigé la façade politique, sociopolitique du pays. Mais n'en a pas changé structurellement, fondamentalement ses bases. Les bases de ce régime, c'est la néocolonisation du temps d'Ahidjo, du temps du régime de Paul Biya aujourd'hui. Donc, la néocolonisation installe des régimes à sa solde, c'est-à-dire des régimes qui ne sont pas qui n'ont pas pour objectif majeur les intérêts du pays et de ses habitants. Forcément, pour l'imposer, on a des pratiques de dictature. Les lois de 90, qui étaient des lois pour la liberté d'expression, sont toujours assorties de dispositions qui permettent que le gouvernement ait la possibilité de tenir la laisse, par exemple, comme d'une chèvre qu'on a lâchée, toutes les dispositions légales qui apparemment ouvrent le débat politique ont toujours des possibilités de retour, de reprise en main à l'avantage du gouvernement, puisque les préfets, les sous-préfets ont la possibilité d'interdire des manifestations. Alors que le principe est la liberté de manifester. Donc quand nous disons que c'est une dictature, c'est parce que les fondamentaux qui régissaient le régime d'Ahidjo n'ont pas disparu aujourd'hui. Et c'est pour cela aussi que nous disons que nous sommes des opposants structurels. Au-delà de Biya et de son équipe, nous nous battons pour refaire dans ce pays une organisation sociopolitique qui ne repose pas sur les intérêts étrangers et sur la contrainte des Camerounais à satisfaire à leurs desiderata. Donc forcément... Donc vous êtes pour la nationalisation? Bien sûr, bon, ça c'est évident. Si, malgré toutes les mauvaises gestions qu'on a eues avec la Sounel, avec monsieur le président du Sénat, M. Niat, on n'a jamais eu des situations aussi catastrophiques comme celle de 2000,
où il y avait des délaissages et des accidents liés à ces délaissages-là. Président Anissé, tout va mal au Cameroun, politiquement parlant, c'est la dictature, mais vous êtes toujours en politique, vous allez aux élections, pourquoi? Il y a un aspect pédagogique en politique qui est important. Ce qui pose problème dans nos pays, c'est la hiération des masses, l'aliénation des masses et leur caporalisation. Vous imaginez que si aujourd'hui, on aurait des référendums pour demander aux Camerounais est-ce que ça va bien? Je ne suis pas sûr que ce référendum donnera le résultat que vous venez de donner, que ça va mal. Parce que lorsqu'il y a des enjeux politiques, ceux qui dirigent le pays prennent des dispositions pour gagner la mise. Les élections dans ce pays ne se gagnent pas le jour du scrutin. Elles se gagnent, entre griffes, par le camp présidentiel durant tout le... Mais on va dire que c'est le même rhétorique. Vous êtes allé aux élections en 2004, 2011, tout en sachant que vous n'allez perdre. Bon. Est-ce que vous ne jouez pas les jeux? Non, pas du tout. Je vous ai dit qu'il y a un côté pédagogique dans les élections. Oui. Il faut qu'on entraîne les Camerounais à comprendre que ce qui est en jeu est plus important que d'aller mettre un bulletin dans l'urne. Voyez? Nous sommes des militants révolutionnaires. C'est-à-dire que nous voulons un changement radical dans ce pays. Nous sommes pour la révolution. Je le dis pour que les gens comprennent. Mais la révolution ne se décrète pas. Vous ne l'avez pas le matin, on dit que, bon, réveillez-vous, on fait la révolution. Non. La révolution se prépare de longues années par un processus, par la sensibilisation, l'information, la politisation. C'est ce que vous faites? C'est ce qu'on fait. Oui. Et la formation des masses. Est-ce que vous avez l'impression que ça marche? On vous écoute, le peuple camerounais vous écoute, président Anissé Kane? Vous savez, ce qui déclenche les révolutions n'est jamais à l'avance connu. Il y a un proverbe chinois, un adage chinois qui dit que la mèche qui amène le feu aux poudres n'est jamais visible. On la voit que lorsque ça a éclaté. Donc, on peut être là, on a l'impression que la situation est statique. Elle est dynamique. Elle n'est pas spectaculairement dynamique, mais elle est dynamique. Les Camerounais se battent là où se trouvent pour pouvoir survivre, pour pouvoir avoir des salaires décents. Ils se battent. Ils se battent pour permettre à ce que leur voix compte dans ces élections mal organisées où le trucage existe encore. C'est ce mouvement, c'est ce processus qui va les amener progressivement à se dire, est-ce que c'est vraiment la voie uniquement de l'urne qui va régler nos problèmes? Donc c'est pédagogique. Voilà. Président, en vous écoutant, c'est super, c'est bien, mais il y en a qui disent que vous avez un double langage. Votre mouvement et vous avez un double langage. Je prends un exemple. Le 12 mai de cette année, vous étiez invité d'une émission dans une chaîne de télévision de Douala. Et votre contacteur était Mouté Ambassa. Il a dit, vous défendez bien le régime Biya, vous parlez bien du régime Biya, mais vous êtes quelqu'un d'intéressé. Il ne faut pas qu'on vous prenne au sérieux. Vous aussi, vous avez répliqué, à lui dire des choses... Non, c'est pas ce qu'il a dit. C'est pas ce qu'il a dit. Il a dit quoi? Il a dit que je participe aux réunions du RDPC. Oui. Et que je suis un mauvais conseiller du RDPC parce que je l'entraîne vers la tombe. Bon, d'abord, quelqu'un de sérieux, quelqu'un qui analyse les choses. Les déclarations de Mouté Ambassa sont des déclarations complètement fantaisistes. Vous imaginez que le RDPC accepte dans ces réunions. Je prends je cite Mouté Ambassa. Il a dit, c'est vrai qu'il nous soutient. En parlant de vous, c'est vrai qu'il nous soutient dans beaucoup de plateaux, mais ce n'est pas un soutien sincère. C'est un soutien intéressé. Il est opposant, mais il soutient le RDPC pour nous tromper. Vous voyez que ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que, donc, Mouté Ambassa me donne des pouvoirs exceptionnels de permettre à ce que c'est les voix d'un opposant qui amène le RDPC dans le déclin. Bon, ça n'a pas de sens. Vous savez, je vais vous dire.
est-ce que c'est vrai aussi que vous lui avez dit que M. Mouté, vous lui avez traité d'affabulateur et il ne faut pas que les rats quittent le navire parce que le navire va couler. Oui. Il faut assumer les positions de votre parti. Sinon, vous dénoncez publiquement votre appartenance au RDPC. Ouais. Il ne faut pas accepter le vagabondage politique. On ne peut pas être dans un parti et avoir les positions diamétralement opposées aux positions de son parti. C'est logique. Oui. Vous voyez, un homme politique logique ne peut pas, sur un plateau, avoir des positions diamétralement opposées à son parti. Ça ne peut qu'être intéressé. Le respect des consignes. Ouais, pardon? Le respect de consignes de votre Le parti. respect de la discipline, du parti. Vous êtes dans un parti, oui. vous avez des positions, vous êtes tenu à être discipliné. Même si ça vous arrange pas. Vous démissionnez du, vous démissionnez du parti, c'est ça. Mais le changement aussi peut venir de l'intérieur, président. À ce moment-là, dans le débat démocratique à l'intérieur du parti, oui. Premièrement. Deuxièmement, c'est ce qui est marrant un peu dans cette déclaration de M. Moutambassa. Je lui ai dit qu'il ne faut pas quitter un navire qui est en train de couler. Qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire que son parti et son régime sont en train de couler. Alors, comment peut-on en même temps dire reste dans le navire qui va couler, ne fais pas du vagabondage, ne va pas voir ailleurs, ne fais pas des clins d'œil à d'autres partis, parce que tu sens que ton parti va couler ton régime. Ben, c'est clair. Mais comme il était embarrassé, oui. Parce que justement, ce genre d'hommes politiques, si on peut les appeler ainsi, qui sont dans les partis sans avoir les convictions du parti, et qui, lorsque les situations évoluent, jettent de temps en temps le coup à droite et à gauche. Donc c'est ça le personnage Moutambassa, selon vous? Tout à fait, la preuve. Posez-vous la question, pourquoi il ne passe plus beaucoup dans les plateaux de télévision depuis un moment? Posez-vous la question. Voilà, président Anissé, on va parler de la situation des opposants au Cameroun. Aujourd'hui, hein, on a eu le procès au tribunal militaire de Maurice Kamto, de MSC et Penda Koka qui a eu ces malaises-là. Les journaux en ont parlé. Aujourd'hui, et que le procès a été renvoyé pour le 8. Vous vous dites quoi? Que c'est ce que vous venez d'expliquer ici, que c'est la dictature qu'on a mis en place. On vous a donné un peu, après on a tous les autres pans on a arrêté, après on vous nourrit tout simplement avec de l'espoir. Et à chaque fois qu'il y a une manifestation, on vous arrête, c'est la même chose. Ou quelque part, vous dites aussi que MSC n'a pas bien fait d'organiser ces marches blanches. Vous savez, ce qui arrive aujourd'hui au MRC ne devait surprendre personne, sauf ceux qui sont naïfs, y compris les dirigeants du MRC. Ça ne doit pas les surprendre, ce qui est arrivé aujourd'hui. Sauf, et ce serait dangereux, s'ils ne connaissent pas ce pays, s'ils ne connaissent pas ce régime. Vous savez, en 90-91, plus de 90% des manifestations politiques qu'on a organisées ici n'étaient pas déclarées. On les faisait malgré l'opposition de l'administration et du régime. Pourquoi? Parce qu'il y avait une masse critique de mobilisation qui ne permettait pas une répression facile. Je dis facile, il y avait la répression. Mais elle était freinée par la masse critique de mobilisation et des gens qui allaient aux manifestations. Par contre, si vous tentez des manifestations qui n'ont pas cette masse critique, vous vous exposez plus facilement à la répression. Voilà le contexte dans lequel nous vivons et qui est le même dans tous les régimes de ce type. Les lois sont faites pour favoriser le régime en place. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a toujours des dispositions qui lui permettent de tenir en laisse le mouvement d'émancipation des Camerounais. Donc, ça ne doit surprendre personne. Vous dites quoi dans votre parti? Que laissons la justice faire son travail, libérez-le? C'est quoi votre position? Alors, ce que j'ai dit et que je continue à dire, c'est que les hommes politiques avertis ne s'engagent sans jamais analyser la situation concrète. En quelque sorte, les dirigeants de MSC n'ont pas bien analysé la situation, le président. C'est vous qui analysez mieux les situations? Bien sûr, on a beaucoup plus d'expérience, vous imaginez.
qu'on analyse concrètement une situation concrète. C'est embêtant de parler des militants de l'MRC, du président Kamto qui est en prison, parce qu'il est en prison. Mais on aura l'occasion de revenir dessus, certainement, parce que il va passer sa vie en prison, certainement que les conditions politiques dans le pays vont permettre qu'il ne passe pas beaucoup de temps, nous en sommes convaincus. Mais ce qui pose problème, c'est que avant l'élection présidentielle, nous avons rencontré le président Kamto. Il était à la permanence du parti avec le trésorier adjoint, M. Ebodé, qui était un ancien camarade du parti. Et on a discuté des conditions de cette élection. On lui a dit que dans le contexte actuel, où il y a cet éparpillement des candidatures, la situation va être très difficile. Et elle a été plus difficile qu'on l'a imaginé. Elle a fractionné le tissu social. Elle a fractionné l'opposition. Elle a fait des camps retranchés. Elle a amené à la stigmatisation régionaliste et tribaliste des candidats et des militants des différents partis. Et ça, c'est très dangereux. Et on ne peut pas dire que les responsables politiques, certains qui étaient candidats, n'y ont pas participé. J'aimerais ne pas citer des noms, mais un certain nombre de candidats ont joué sur la fibre régionale et régionaliste, tribaliste. Et le président Kamto, il fait partie? J'ai dit, j'aimerais pas pour le moment. Je pose juste une question, président. Vous êtes quelqu'un de très honnête et ouvert, et vous n'avez pas peur parce que ça fait longtemps que vous êtes dans ce truc. Mais vous pouvez aussi dénoncer comme ça, c'est mieux arrangé, n'est-ce pas? Non, c'est oui. Est-ce qu'on peut avoir une idée? Non, c'est incorrect, de personnaliser ce débat-là. Mais l'attitude de certaines personnes, si on a vécu, si vous avez vu, vous pouvez aussi dire aux téléspectateurs que le président Anicet s'est comporté de la sorte, ce n'est pas normal. C'est votre analyse à vous. Bah, vous avez aussi le droit de le faire. Mais bien sûr. Oui. Mais je peux aussi prendre la décision de ne pas le faire comme vous le voulez. Les Camerounais sont, contrairement à ce que vous imaginez, ils sont conscients de ce qui se passe. Ils ont les yeux ouverts. Ils voient que l'après-élection de 2018 a créé une situation, j'allais dire, inédite dans le pays. Jamais on n'a entendu ce qu'on entend depuis l'élection présidentielle. Vous le savez. Vous avez pu... Et ça, ce n'est pas bien. Et les responsabilités n'incombent pas qu'au pouvoir. Un certain nombre de dirigeants politiques et de cadres ont joué ce même jeu. L'un d'eux m'a même dit qu'on guérit le tribalisme par le tribalisme. Ce qui est complètement insensé, venant d'un dirigeant politique. Donc je vais dire, quand on est en politique, dans le contexte qui est le nôtre, on doit le faire en toute connaissance de cause. C'est-à-dire que si tu vas affronter le régime, il faut l'affronter. Mais en intégrant les conséquences que cela va arriver. Je dis toujours, un esclave ne se libère pas avec les lois de son maître. Les lois du maître ne peuvent pas permettre à un esclave de se libérer. Nous sommes des révolutionnaires. Je vous ai dit ce qui s'est passé en 1991 où on ne déclarait pas les manifestations parce qu'il y avait une masse critique. Nous disons, et pour ce faire, en 90, pour qu'on ait les lois sur la liberté, il a fallu qu'on aille contre ce que le gouvernement voulait. Mais en toute connaissance de cause. Quand on nous a arrêtés le 19 février 90, je ne me suis pas mis à pleurnicher, waouh, on nous a arrêtés, qu'est-ce que c'est, etc. J'ai l'impression que quelqu'un est en train de pleurnicher aujourd'hui. Vous moquez de quelqu'un? Non, pas du tout. Je savais en toute cause que ce qui m'arrive est la conséquence du fait que j'ai bravé le régime en place et que je m'y attendais. Et le président vous a gracié? Nous sommes passés au tribunal militaire. Hein. Ouais. Vous savez, ça date pas d'aujourd'hui. Ouais. On nous a, moi, on connaît 4 ans de prison, 20 millions d'amendes, d'échanges de droits civiques, obligé de payer les frais du procès. Vous avez payé? Non, puisque vous avez été gracié. La mobilisation de l'époque, nationale et internationale, a obligé le régime à revenir sur ses condamnations. Donc, et nous savions, quand nous commencions ce processus, que les conditions sont mûres pour qu'une mobilisation ne permette pas une répression. Si on comprend bien votre analyse, président Anicet Kane, ça veut dire en 2018,
vraiment, il ne fallait pas aller aux élections parce qu'il y avait l'éparpillement des candidats. Et en plus, les Camerounais n'étaient pas prêts pour se mobiliser pour cette élection. Donc, il fallait attendre un peu. Je vais vous dire, Ouais. je vous donne des chiffres. Il y avait 9 candidats. Les 8 candidats n'ont pas pu trouver ou n'ont pas voulu, en réalité, trouver un accord parce que eux tous savaient que dans ces conditions, la personne ne peut pas battre le candidat du RDPC. Mais c'était une participation pour un positionnement plus tard. Donc, ils savaient qu'ils n'avaient pas gagné. La preuve. Mais on a eu ici un des dirigeants du mouvement 11 millions d'électeurs qui a dit ici que c'est un candidat de l'opposition qui a gagné les élections. Je parle là de Cabral Libi. Oui. Le parti de Maurice Kamto, MSC, dit clairement que c'est Maurice Kamto qui a gagné les élections. Oui. Vous dites ici que non, il savait qu'il ne devait pas gagner. Oui. Comment est-ce que quelqu'un dit qu'il a gagné? Vous dites qu'il savait qu'il ne devait pas gagner alors qu'ils disent qu'ils ont gagné. Mais vous savez, en politique, on ne dit pas toujours la vérité au Camerounais. C'est ça la différence. Qui manque à qui donc maintenant présent? C'est ça. Vous êtes bien introduit. C'est la différence oui. entre le Manidem et un certain nombre de partis. Qui est en train de dire la vérité, selon vous? Par rapport, oui, par rapport aux résultats des élections de 2018. Je vous répète que oui. Tous les candidats savaient qu'ils ne pouvaient pas gagner cette élection compte tenu du contexte politique dans le Cameroun. Ils le savaient. Donc ça veut dire que l'opposition qui est en train de réclamer la victoire aujourd'hui ment. Oui, c'est une guerre de positionnement. Je vous ai dit que, plus grave, que ça ne devrait pas étonner M. Kamto, ce qui lui arrive. Parce que sinon, ce serait dangereux. S'il n'a pas conscience du contexte dans lequel on se trouve, il ne doit pas être étonné de ce qui lui arrive. Parce que c'est le comportement logique d'un système comme celui qui gouverne dans le pays. Et tous savaient que personne dans les conditions, les Camerounais même le disaient, c'est pour ça qu'ils réclamaient une candidature unique. Les Camerounais disaient que dans ces conditions, personne ne peut gagner. Vous le savez, les Camerounais ne sont pas, ils sont lucides, ils voient. Et depuis 92, où il y avait la candidature forte de Froundi, les conditions ne permettent pas, avec plusieurs candidats, mais même à 92, il y avait beaucoup de candidatures aussi. Il y avait l'Union pour le changement, on était là, on a suivi aussi cette actualité. Voilà. Il y avait l'Union pour le changement, il y avait. Quelle est la différence? Il y avait. Quelle est la différence? Mais cette année, l'année passée, on a eu juste 9 candidats présents ici. Oui, il y en avait plus en 92. Oui. Alors, quelle est la différence? Dites-nous, c'est quoi la différence? Qu'est-ce qui a fait en sorte que, malgré la multiplicité des candidatures en 92, Froundi ait battu Paul Biya? Parce que justement... Donc à 92, oui. Vous aussi comme les autres, oui. Dites clairement aux téléspectateurs que Froundi avait gagné les élections. Bien sûr, il a gagné les élections. C'est clair, c'est clair. Pourquoi c'était possible? Parce que la candidature de Froundi s'est faite autour d'une mobilisation nationale et autour d'un programme commun de gouvernement. Vous voyez, on s'est d'abord entendu sur le programme de notre candidat, sur ce qu'on voulait faire si on gagne les élections et l'aura de Froundi, sa popularité du moment, l'ont naturellement, sans aucun congrès, porté à la tête de cette dynamique. En 2018, c'est le contraire. Des dizaines de gens se sont déclarés candidats, sans programme. D'ailleurs, je vous mets vous-même en défi de me dire quelle est la différence entre les programmes de ces 8 autres candidats. Vous ne pourrez pas me le dire. Tellement... Non, c'est pas le lieu et moi je suis très mal placé de le dire. Journaliste. Pour l'instant, on est en train de vous poser des questions. En attendant les autres candidats qui pourront aussi dire qu'ils avaient leur programme. Parce qu'on a reçu Matomba dans cette émission qui nous a présenté son programme. Donc du coup, peut-être que tout le monde avait son programme, mais on n'a pas reçu tous ces candidats-là et on n'a pas peut-être eu la chance de discuter avec tout ce monde-là pour voir s'ils n'avaient pas le programme ou pas. Oui, président. Ce que je dis, c'est que qu'est-ce qui fait en sorte que, malgré le fait que les programmes n'étaient pas mis en avant. Oui. C'est les individus qui se présentaient comme des messies, etc. Quelle est la différence avec 92? En 92, c'était ce que nous voulions faire du Cameroun, avec la conférence nationale, la remise en cause des institutions, qui était important, qui a mobilisé pratiquement tout le pays autour de Froundi. Alors qu'en 2018, tout le monde savait que émietté dans tous les sens,
il n'y aurait pas de possibilité de victoire. Vous dites que vos amis sont au gouvernement. Vous avez rencontré déjà combien de fois l'ancien Minat, actuel ministre de la Communication, René Sadi? Plusieurs fois quand il était ministre de l'administration territoriale. C'était dans quel cadre? Dans le cadre des activités des partis politiques. C'est l'administration territoriale qui gère l'activité des partis politiques. Et à Tanganji, vous l'avez rencontré aussi? Bien sûr, dans le cadre de la gestion de... Et quand vous dînez, souvent, qui paie la facture? Je n'ai jamais dîné avec M. Tanganji. Ouais. Ok. On va prendre l'intimité maintenant avec Gaël. Gaël, bonsoir. Bonsoir, sénateur. On prend la transition et on revient pour intimité. Bonsoir Gaël. Bonsoir, sénateur. Le président Anissé Kane. Une fois de plus, bonsoir encore, président. Bonsoir. Alors avec moi, c'est très simple. Je vous pose juste quelques questions et alors il faut rester tout relax. Vous savez, il n'y a pas de question tabou avec moi. Alors la première question, si on vous dit que vous êtes un anticonformiste, qu'est-ce que vous répondez? Ah, pas parfaitement. C'est une définition qui me convient. Oui. Bah, nous sommes déjà des anti-colonialistes, des anti-néocolonialistes, des impérialistes. Ça ne coupe pas dans les rues si vous posez la même question aux dirigeants politiques de ce pays. Et de prime abord, comme ça, lorsqu'on vous voit votre aspect physique, on a l'impression que vous êtes rebelle. Est-ce dû à votre adolescence? Parce qu'il faut préciser que tout jeune, vous avez été témoin de l'assassinat de Ernest Ouandié. Et une fois que vous arrivez en France, vous entrez dans un syndicat regroupant les jeunes Camerounais. Est-ce que vous êtes rebelle? Je ne sais pas. Bon, rebelle, c'est un mot que... Il y a des enfants qui sont rebelles par rapport à leur famille. Donc, non, vous revendiquez quelque chose? Non, je suis un militant politique qui s'inscrit dans la révolution de notre pays et dans le panafricanisme. Ouandié m'a beaucoup marqué parce que c'est l'un des dirigeants du parti qui a porté la dureté du combat sous Macky. Il est resté 9 ans sous Macky. Aucun dirigeant du PC n'est resté autant sous Macky. Ouandié est venu de l'étranger pour venir dans le Macky. Et il a vécu dans le... Ndiassé Mathieu, son lieutenant, est encore vivant. Il nous a raconté, ils ont vécu dans des conditions atroces. Mais Ouandié a supporté tout ça. Même quand il a été arrêté, il n'a pas accepté le ralliement, ni la démission. On lui a demandé que le Macky cesse, il a refusé. Il n'a même pas demandé la grâce d'Aïdjo. Donc, c'est quelqu'un qui m'a marqué et qui doit marquer la jeunesse camerounaise dans la volonté d'en finir avec l'asservissement de l'Afrique. Voilà pourquoi vous avez dit qu'il a donné un sens à votre vie. Bien sûr, c'est pas tout de suite, parce que quand je vois l'assassinat de Ouandié à Bafoussam, j'avais déjà lu. C'est Saba Leko qui était ministre de la Justice, toutes les énormités, les insanités qu'il avait vomi lorsqu'on avait arrêté les Ouandié, etc., qu'ils avaient été condamnés. Donc, quand moi j'ai vu l'assassinat de Ouandié à Bafoussam, j'ai vu un homme complètement différent de ce que les Saba Leko et compagnie avaient raconté. Et tout ça s'est remis dans ma tête. Et à la sortie, ça m'a amené tout droit à entrer à l'UPC. Voilà, et dans votre couple, quel genre d'homme êtes-vous? Est-ce que vous êtes un homme attentionné ou alors recroquevillé dans votre corps? C'est-à-dire que lorsque vous rentrez du travail, vous restez à l'IDD ou alors comme génération tête baissée, vous êtes dans votre téléphone ou alors vous êtes un monsieur très sévère? Non, pas du tout, je ne suis pas sévère, je suis un monsieur très doux, très tendre. Vous savez, très peu de gens peuvent imaginer que je suis quelqu'un d'assez timide, même de casanier, qui aime rester avec les siens, etc., même s'ils ne partagent pas les mêmes points de vue. Je suis quelqu'un de très attentionné, contrairement à ce que, bon, l'image sévère que je donne peut-être dans les médias. Le début de votre histoire avec votre femme, ça s'est passé comment? Où est-ce que vous l'avez rencontrée? Je suis en ma 3e relation de longue durée. Non, la dernière, elle est en train de suivre, elle est en train de rigoler. J'ai rencontré par hasard, elle faisait un stage académique dans une entreprise de la place.
l'accueil n'était pas formidable. Vraisemblablement, elle se disait que bon, bah, il est venu faire son petit chez moi parce qu'il est un entreprise, etc. Voilà. C'était pas aussi facile qu'on peut l'imaginer. Oui, alors, quand j'allais en France, mon père m'avait donné 2 recommandations intransigeantes. Ne pas épouser une blanche et ne pas faire de la politique. Vous avez été désobéissant parce que vous faites de la politique. Oui, oui, c'est bon, il est un peu responsable de sa fin rapide et j'en garde quelques séquelles psychologiques. Oui, mais bon, je n'ai pas épousé de blanche, mais bon, le reste, je n'ai pas pu le suivre. Et mon père est mort ici au Cameroun. Je n'ai pas assisté aux obsèques parce que j'étais persona non grata au Cameroun. Polygame ou monogame? Monogame. Pourquoi? Alors que vous êtes un Bantou. Ah, vous voulez que je dise que je suis polygame devant ma femme? Non, mais c'est vrai. Soyez honnête aussi. Oui. Non, je me suis marié en monogamie, mais oui. bon. Mais les Bantous sont ce qu'ils sont. Ah d'accord, ça veut dire qu'on a bien compris. Je suis comme Clétus. Vous allez répondre vraiment très explicitement. Vous êtes monogame avec votre épouse, mais vous avez des petites dehors, des maîtresses. Non, bon, il ne faut pas parler ici. Je vais vous dire sincèrement. C'est quoi le terme adéquat? Oui, attendez, je vais vous dire. Vous savez, elle est en train de regarder et elle doit beaucoup rigoler parce qu'on n'aborde pas ce genre de sujet. Elle sait que c'est un nom public, donc il y a encore des tas de gens. Et puis ce n'est pas une forcenée jalouse, non, pas du tout. Elle comprend tout à fait. Mais il faut lui dire la vérité de temps en temps. Peut-être même c'est l'occasion de lui dire la vérité. Non, je ne suis pas obligé. Ça ne va pas la blesser. Je ne suis pas obligé de lui dire la vérité devant vous. Non, c'est les je peux vous dire. Qui veulent savoir. Je m'engage. Je peux vous dire que je n'ai pas de secret pour mon épouse. Oui. Quel qu'il soit, je n'ai pas de secret. Bon, et elle peut le confirmer. On va faire un autre petit jeu. Vous considérez que la caméra est coupée et vous lui dites combien de maîtresses vous en avez. Je ne sais pas. C'est parce que dans le thème maîtresse. 5, 10, 15. Vous êtes un homme public, vous avez voyagé par le monde. Vous savez, les hommes politiques, il y a toujours des histoires autour des hommes politiques, des fantasmes. Les hommes politiques et les hommes publics, comme les journalistes, on vous attribue vous aussi des tas de choses. Vous voyez, il m'a demandé que le dernier dîner avec Tangandi, j'ai jamais dîné avec Tangandi. Donc il y a beaucoup de fantasmes, y compris dans la vie privée. Ben là, ce que les téléspectateurs aussi ne savent pas, c'est que vous avez 4 enfants. Est-ce de votre dernière épouse? Les 4 enfants? Non, j'ai les 4 enfants de mes relations. Avec les relations précédentes. Oui. Voilà. Et au total, c'est-à-dire que des relations précédentes, plus votre femme actuelle, et plus celles qui sont dehors, vous en avez combien? Alors heureusement, je n'ai pas en réalité d'enfants déclarés dehors, parce que... Peut-être parce que vous avez refusé certains enfants. Non, pas du tout. Parce que vous savez, quand je rentre comme en 83, je suis militant clandestin. Je suis, vous savez, bon, je mène une vie mondaine normale, mais bon, l'activité politique en clandestinité demande beaucoup plus de disponibilité, parce que vous êtes obligé de travailler quand les autres peut-être dorment, etc. Donc, j'avais pas beaucoup de temps je ne suis pas inscrit à l'église comme un saint, hein, mais bon, n'imaginez-vous pas, contrairement à ce qu'on peut, les fantasmes du circuit, que je suis un monsieur volage, pas du tout. Vous pouvez poser la question à mon épouse. Elle est militante politique, donc vous pouvez l'inviter. Hein. Je ne crois pas qu'elle refuserait. Votre plus long séjour dehors, hors de votre domicile, a duré combien de jours? Imaginez. C'est-à-dire, séjour, maintenant je vais dans l'émission, je vais dans le pays, etc. Et vous allez tout le temps avec votre épouse? Elle travaille. Et qui s'occupe de vous donc? Quand vous vous déplacez, vous êtes en déplacement? Je ne suis pas handicapé, j'ai encore mes 2 bras, etc. Je peux, vous savez, vous allez être surpris. Je lave encore mes sous-vêtements. Ah. Mais c'est pas tout le temps? Non, très souvent. J'ai pris l'habitude de l'internat et de la vie en Europe où on se prend en charge tout seul. Et lorsque vous voulez manger, je suis un bon cuisinier. Vous voyez? Bon, c'est vrai que, bon, elle a moins de temps, elle, du fait de son emploi, à faire la cuisine, que bon, je mange rarement les plats cuisinés par elle. Voilà, et une dernière question. Lorsque vous voulez lui montrer que vous l'aimez, vous vous comportez comment? Je dis que je l'aime.
comment? Avec un geste. Bon, on va imaginer, elle est en train de nous regarder. Oui. En une phrase, dites-lui que vous l'aimez. Vous aimez On peut avoir son prénom déjà? Juste oui. le prénom. Jean Edwige. Jean Edwige, bonsoir. De la part de la polémiqueuse. Vous faites du voyeurisme ou quoi? Allez-y, juste en une phrase. Nous Non, regardez la temps. c'est que j'ai beaucoup d'amour pour elle, d'affection, parce que elle est jeune, mais elle a intégré totalement mon combat. Oui. Et elle le fait avec beaucoup de tact, beaucoup de sensibilité. Et ce que j'aime bien dans sa démarche, c'est que elle sait que le métier que je fais, le métier d'homme politique au Cameroun est très harassant. Et elle essaie tant bien que mal à me soutenir dans cette situation. Et le plat préféré que vous aimez qu'elle vous fasse, c'est quoi? Mon plat préféré, c'est du riz avec du gombo. Voilà, ce sera tout hein, pour votre côté. Voilà. Merci d'avoir répondu aux questions. Merci Gaël, merci le président lycée. En 60 secondes, je suggère avant de conclure l'émission, en 60 secondes, on va regarder le clip de Belka Tobis, Ayemok. Mama Mama mele me sebelwe Mama Mama mele me sebelwe Cameroun tela Cameroun tore langalene Baby nyori lonjem Pero you benge bakana you yen ni yem Baby nyori Cameroon Pero you benge bakana you yen li kabolikel Mama papola you yem calme Ayemage Baby kwenye Ayemog Mama bankala you yem calme Ayemage Baby kwenye Ayemog Balege por la ñuya me calme mamá Ayemage Baby kwenye Ayemog me calme beba por la ñuya me calme mamá Ayemage Baby kwenye Ayemog Oh man que me burlen Yamu basoba vino lipaña Borman que me vine de mapira Yamu basoba vikulunje Yamenu basobonor Yamenu bayani maye Belka Tobis, c'est la question. Oui, pourquoi? Voilà, cette chanson, le message et tout, pourquoi oui, cette chanson? Oui, c'est un peu tous ceux qui sont en France, qui sont partis dans des conditions un peu bizarres, et souvent reviennent des nouvelles, pas toujours justes, voilà. Et bonnes, voilà. Ok, quelques SMS. Je m'appelle Ekedi Nathan Pape Noir, que Anissé Kane nous laisse un peu de la nostalgie d'antan. Le contexte actuel est différent du leur. Kamto est venu nous montrer qu'il faut défendre sa raison jusqu'à la fin, ce qui n'était pas avant. Car avant, on organisait des élections présidentielles. Après le résultat, les candidats ne voulaient plus savoir ce qui s'est passé. Le président, rapidement. Bon, c'est faux. Vous savez, en 92, on a fait une campagne de la victoire volée. Hein. Je rappelle ça à ceux qui ont l'impression qu'on a découvert que la politique a commencé avec eux. Non, pas du tout. Vous savez, un homme politique est quelqu'un de lucide, qui s'engage pas dans des choses inconsidérées. C'est ça un homme politique véritable. Ok. Voilà, vous parlez de délestage et on nous coupe la lumière. Mogabe Fongan de PK17 qui est en train de regarder cette émission. Vous avez parlé de comptes et tout, il dit vous êtes tenté de parler de délestage et que oui, on les a coupé la lumière. De race, des associations qui s'occupent de la défense des consommateurs. Non, monsieur Anissé Kane souffre dans de la diffamation, hypocrisie et même de l'ingratitude. Comment il peut dire que les candidats au présidentiel passé n'avaient pas de programme? Sauf son deuxième parti, le RDPC, qui n'avait
qui n'a rien jusqu'à aujourd'hui. Salif Nola Ndokpasi 2. J'ai dit le contraire. J'ai dit qu'il n'y avait pas de différence entre leurs programmes. Voilà. Président, on a aussi quelqu'un qui nous a envoyé un WhatsApp. On va le prendre, le message WhatsApp. Je cherche rapidement. Bonsoir à vous sur le plateau. Je ne suis pas d'accord avec le président Anissé Ekane du Manidem qui dit que le MSC n'a pas analysé la situation. Au contraire, il doit être content que quelqu'un enfin au pays s'est levé très fort pour vouloir changer le système politique en place. Idriss Mthieu depuis Misoké. Alors, ce qui fait justement la spécificité des aventures politiques, c'est le fait de toujours imaginer qu'on est le Messie qu'on attendait. Vous voyez, il faut arrêter cette fanfaronnade où chaque homme politique se prend pour le Messie. Maintenant, un dernier mot, parlons de la crise anglophone. Président, en essaie un mot, parce que le temps qu'on a parti à l'émission, oui, on a déjà... Je pensais qu'on en a parlé. Oui, déjà, en un mot, depuis 2016, cette crise perdue, on est en train de condamner les gens, la rentrée scolaire annoncée, c'est pas vraiment cela. Oui. Thibaut Nagui qui demande aujourd'hui à Amba Boys au gouvernement de négocier, parce qu'il a vu qu'on avait parlé de la rentrée, ça devait être effectif, ce n'est plus effectif. Le préfet de Kumba qui vient d'interdire les transports samedi et dimanche. Samedi et dimanche, ce mouvement-là, il vient d'interdire cela. Quand vous regardez tous ces aspects-là, vous vous dites quoi? Il faut dialoguer tout de suite. Comment régler ce problème? Comment résoudre le problème, la crise anglophone? Gaga Aman Adji dit qu'il faut le fédéralisme tout de suite parce que le mensonge a trop duré et que l'État unitaire, le centralisme est en train de faire éclater le Cameroun. Le problème de la crise anglophone, c'est la nature de l'État. Ce n'est pas la forme de l'État, c'est la nature. Je vais vous expliquer en quoi il y a des grandes ressemblances entre le régime d'Aïd et le régime de Biya. C'est la nature de l'État qui fait ça. Les problèmes en zone anglophone sont les mêmes sur le plan sociopolitique que dans les autres régions. Ils ont une spécificité du fait de l'intrusion du paradigme colonial et néocolonial. C'est-à-dire que le fait que les impérialistes, les occidentaux aient divisé notre pays a créé des spécificités qui se sont greffées à ce mal-vivre national. Et c'est comme ça qu'il faut résoudre le problème. Premièrement. Deuxièmement, ceux qui ont pris des armes pour diviser le pays doivent les déposer. C'est une condition sine qua non avec laquelle on ne peut pas discuter. Je dis toujours, lorsque l'UPC et l'armée de libération nationale du Cameroun luttaient pour l'indépendance et la unification de ce pays, Ndiassé Mathieu encore vivant, qui était condamné à mort avec Ouandié, était encore vivant, jamais l'UPC n'a brûlé les écoles, n'a décapité les enseignants, ne s'est attaqué aux élèves, jamais. Donc on ne peut pas aujourd'hui, sous prétexte qu'on lutte contre un gouvernement qui ne gère pas le pays comme on le veut, créer une situation qui hypothèque l'avenir de milliers de Comment donc régler ces problèmes? Alors, s'ils veulent même la relève de la lutte pour la sécession, ils vont le faire avec des jeunes qui n'ont jamais été à l'école. Ça n'a aucun sens. La résolution, c'est qu'ils anglophones se trouve dans la solution préconisée en 1992, la conférence nationale. C'est-à-dire que les Camerounais s'asseyent, les différentes forces sociales du pays, et qu'elles décident comment ce pays doit être dans les prochaines années. La nature de l'État, la forme de l'État qui doit être discutée. Il fait un référendum comme en 72? Non, le référendum c'est un truc un peu à double tranchant parce que la manipulation est grande dans les genres de référendum. Mais qu'on discute. Dans la discussion, on trouve toujours une porte de sortie. Ça sera tout pour aujourd'hui, Président Anissé Ekane. On se dit à la prochaine. Merci beaucoup. On va répéter au jeu. Merci. Thank you so very much for watching the program. The program this day was directed by General Moko and the broadcast office managed by Mr. Siwe Landry. From me and Gael, we say goodbye. We take the appointment for next Friday. Bye-bye.